Bonjour et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour suivre les rendez-vous de la filière de sécurité que nous allons consacrer à la thématique de la gestion de crise et de la résilience. Alors pour en parler aujourd'hui, nous allons nous connecter avec le siège du Haut Comité français pour la défense civile qui porte désormais le nom de Résilience France, et nous allons échanger avec Christian Somat qui est donc le délégué général de Résilience France, et Delphine Ariès-Buffard qui est à ses côtés, directrice des relations institutionnelles chez d'Everywhere. On va donc se connecter avec eux. Christian, Delphine, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors peut-être Christian, commencer avec vous, puisque nous en parlions il y a quelques instants en matière de résilience. Alors il y a résilience organisationnelle, vous dites qu'il y a encore des efforts à faire sur ce sujet, et puis il y a la résilience structurelle où là nous n'en sommes qu'au balbutiement. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui nous suivent, décrypter ce que vous entendez par ces deux niveaux de résilience et ce qui finalement nous reste à faire, puisque visiblement le chemin est encore long? Alors, la résilience organisationnelle, finalement, c'est se préparer au choc, aux crises. Donc c'est globalement des choses qui sont connues, la préparation, la gestion d'incidents, la gestion de crise, la continuité d'activité. Voilà, tout ça, on le connaît, si vous voulez. Donc c'est la résilience organisationnelle. Je dis qu'on le fait, mais pas partout, et pas dans la même intensité. Donc, or, c'est aujourd'hui la totalité de la société civile qui doit se préparer, c'est-à-dire non seulement les pouvoirs publics, État, bien évidemment, mais il le fait depuis longtemps, collectivités territoriales, mais c'est encore très insuffisant, ça dépend des régions, des zones, et entreprises, c'est très inégal. Les très grandes entreprises se préparent, ont des plans, les PME, les ETI, très peu. Et des TPE, rien du tout. Donc, si vous voyez, il y a encore un travail important à faire. Donc, dans ce sens-là, la résilience organisationnelle est quelque chose qui est en cours de déploiement, mais qui est encore faible et sur lequel il convient d'insister. Alors, la résilience structurelle, c'est une autre démarche complètement différente et complémentaire. C'est une démarche qui consiste à réfléchir à ce que va être le monde d'ici 5 ou 10 ans, si j'ose dire, et à essayer, par des mesures de prévention, de préparation, mais surtout d'adaptation, à éviter ou diminuer les risques ou menaces que l'on pourra voir dans ce monde dans 5 ou 10 ans, en essayant de prendre des mesures en anticipation. Alors c'est tout le rôle du changement climatique si on prend le domaine de la résilience environnementale, mais il y a d'autres domaines. On parle du cyber, c'est quand même bien ça, bon voilà, et etc. etc. Donc on est dans le sanitaire, quand on voit le changement climatique avec le lien avec le sanitaire, ou lorsqu'on voit ces jours-ci les problématiques de résilience sociétale, de vivre ensemble, etc. Donc on voit bien que si on n'anticipe pas, et que si on n'anticipe pas par rapport à une situation et un monde qui sera forcément différent dans 5 ou 10 ans, compte tenu de la rapidité extrêmement forte des nouvelles technologies et de la vie en société, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit, et je crois qu'il faut réfléchir de manière plus prospective et plus globale qu'auparavant, et tout l'objet de la résilience structurelle, c'est bien ça. Alors Delphine, Christian l'évoquait à l'instant, il y a évidemment des crises protéiformes, on voit ce qui se passe en France, ce qui se passe aussi à l'international. Il y a de très nombreux acteurs, d'Everywhere fait également partie de ces acteurs de l'univers privé qui peuvent concourir à améliorer à la fois la gestion de crise et accompagner ceux qui en ont besoin en matière de résilience. Quel est le rôle aujourd'hui de d'Everywhere et comment pouvez-vous accompagner ceux qui en ont besoin? Everywhere est beaucoup plus modeste que quelqu'un tel que le Haut Comité. On est plutôt, nous, en effet, sur la résilience, une réponse organisationnelle. Il est vrai qu'on surveille un peu la réorganisation structurelle en répondant à des appels d'offres européens qui ont justement cette obligation de vision à 5 ans, 10 ans. Mais là, on est des projets plutôt de R&D, de développement, d'innovation pour comment s'adapter. À plus court terme, le groupe d'Everywhere, en fait, propose des solutions qui accompagnent dans l'organisation le avant et pendant, essentiellement. Sur le avant, on a en fait travaillé avec des nouvelles acquisitions sur la partie formation. Et dans la formation, en fait, c'est la société civile qu'on adapte, c'est l'État, les collectivités territoriales. On les accompagne sur des meilleurs plans communaux de sauvegarde. On accompagne sur la reprise d'activité, la continuité d'activité. L'objectif, en effet, est d'avoir ces fameux réflexes, ces bonnes pratiques pour faire face aux risques, pour faire face à des situations complexes et prendre des décisions les plus adaptées.
Sur la solution, en fait, parce que finalement, nous, d'Everywhere, on est une société qui, historiquement, travaillons sur l'agrégation de données hétérogènes pour en faire un service dédié plutôt sur la sécurité. On avait une partie sécurité publique, sécurité civile. On a historiquement travaillé sur une solution d'alerte, information, notification de masse, notification ciblée, avec des remontées d'informations. Mais maintenant, en fait, il y a une autre solution qu'on propose au service, qui est plutôt une agrégation de ces données, mais sous un autre format, cartographique, qui permet de partager des données pour toujours anticiper, s'organiser, prendre les décisions. Dans ce partage d'informations, d'acteurs essentiels qui vivent la crise pour prendre les meilleures décisions, ils ont aussi des tableaux de bord, des outils de main courante et peuvent suivre en mode partagé une décision pour pouvoir informer le citoyen qui sache comment réagir, où aller pour se protéger. Mais tout cela ne peut marcher bien sûr que sur un travail d'anticipation où là c'est le rôle de l'État. Nous, on est une brique numérique. En fait, on nous propose des solutions et des services adaptés avec cette agrégation d'informations fournies par des données, partagées par l'État, partagées par des opérateurs d'importance vitale, avec différentes visualisations pour prendre la meilleure décision. Alors Christian, maintenant peut-être revenir, si vous le voulez bien, en quelques mots sur à la fois ce changement de nom, puisque on l'a cité avec Delphine, notamment le Haut Comité français pour la défense civile, qui devient Résilience France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, évidemment, ce changement opère en 2019 et ce que cela, évidemment, va impliquer, et notamment les évolutions au niveau des offres et des services que vous allez pouvoir proposer pour répondre finalement à l'évolution des enjeux en matière de gestion de crise et résilience? Alors absolument, 35 ans, c'est l'âge du Haut Comité, même un peu plus. Donc l'idée, pourquoi on change de nom? Parce que d'une part, le concept de défense civile n'existe plus formellement, je dirais, depuis les livres blancs, les derniers livres blancs, sur la défense et la sécurité nationale. Donc il fallait de toute façon un petit peu évoluer. Et deuxièmement, pourquoi la résilience? Parce que finalement, dans ces livres blancs, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'objectif de la sécurité nationale, c'est la résilience nationale. Donc il nous a semblé qu'on était dans notre rôle, puisque c'est un rôle de société civile, je le répète, de plateforme d'échange, de partage entre des entreprises, des associations, l'État, les parlementaires. Donc on est dans un concept de partage et de dialogue. Et donc il nous a semblé que la terminologie résilience était plus forte. Et puis je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur la résilience structurelle. Il nous a semblé important de pouvoir apporter cette nouvelle brique à ce que nous faisions déjà, c'est-à-dire la résilience organisationnelle et pousser les gens à mieux se préparer aux situations d'exception. Donc là, non seulement on veut les mieux se préparer, ça on continue, mais on va essayer avec Résilience France de les pousser aussi vers la résilience structurelle de manière à avoir une meilleure gestion des risques et surtout une meilleure vision des risques à 5 ou 10 ans, je parle des risques et des menaces, et des interactions entre ces différentes catégories. Et ça, c'est important parce que le silo, il n'est pas seulement dans les organisations, il est aussi un peu dans les esprits. Alors, on a des spécialistes, des médecins qui vont voir toute la partie sanitaire, des environnementalistes qui vont voir que le climat, etc., etc. Et donc, en fait, il faut voir ça de manière transverse parce que les interactions sont nombreuses et les impacts de ces interactions sont majeurs. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler de manière nouvelle et de manière plus intelligente. Donc on va créer des groupes de travail, également sur des plateformes numériques. On va essayer de faire une production intellectuelle un peu plus forte qu'avant sur ces sujets-là. Et donc on a rechangé la structuration également des collèges du Haut Comité. Alors on garde quand même le Haut Comité français pour la résilience nationale. Voilà, mais disons que c'est un peu long à dire. Donc on a préféré cette terminologie plus courte, Résilience France, mais le nom complet de l'association demeure Haut Comité français pour la résilience nationale, et donc on va travailler tout ça dans les mois qui viennent, et notre changement d'identité, comme on est une petite équipe, va se faire progressivement dans les semaines et mois qui viennent, sur tous nos supports, mais il nous faudra bien un bon mois et demi à 2 mois pour que le nom soit totalement changé partout, parce qu'on en a beaucoup des supports. Delphine, une dernière question qui revient sur l'un des points évoqués par Christian à l'instant sur la coopération. Il y a un enjeu de coopération entre les acteurs qui est essentiel sur cette thématique et bien d'autres. C'est un sujet sur lequel on revient souvent. Il y a évidemment des enjeux qui dépassent le niveau national et donc on pense évidemment à l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
en matière de défis. L'appel d'urgence est au cœur des sujets aujourd'hui. Est-ce que on peut imaginer un 112 européen prochainement? Quels sont les défis auxquels on fait face et quels sont les pays qui travaillent activement avec la France sur ces sujets? L'appel d'urgence fait face à de nombreux défis. On travaille, la France, mais toute l'Europe, sur la nouvelle génération du 112. L'un des vrais sujets, c'est que l'urgence encore, dans beaucoup de pays, est concentrée sur la voix. L'autre, on a une complexité à obtenir une localisation précise de l'appelant. La directive européenne a mis en place une obligation pour les opérateurs télécoms de fournir aux opérateurs d'urgence une localisation. Mais la réponse, pour l'instant, est peu satisfaisante. Elle est liée à l'antenne téléphonique. Le problème, c'est que la précision de cette antenne dépend du lieu où vous êtes. En ville, elle est beaucoup plus précise. À la campagne, on peut avoir un périmètre autour de 30 km. Lorsqu'on parle d'urgence, un périmètre de 30 km autour d'une personne, c'est inadapté. On a aussi les difficultés d'obtenir la bonne information pertinente quand on est en situation d'urgence à fournir à la personne qui peut vous sauver. Donc on a en fait tous ces défis que l'Europe cherche à trouver, combattre, trouver une solution. Nous, pour l'instant, on a pu voir en fait à travers des projets européens auxquels on a répondu depuis 5-10 ans, on a travaillé sur les applications smartphone. On a vu qu'une application peut répondre à une partie de ces défis. Elle résout l'identifiant de l'appelant. Elle résout l'identifiant de la langue de l'appelant. Où est l'appelant? Que parle l'appelant? Donc elle fournit une solution par exemple sur les personnes en situation de handicap. Les malentendants peuvent à ce moment-là ne pas avoir un numéro à part mais avoir le numéro 112 pour tout le monde et échanger par chat ou échanger par vidéo, remonter de l'information, remonter des données personnelles s'il a choisi qui concernent sa santé, qui est essentielle à sa survie. Le problème, c'est que rien n'est parfait. Ces applications d'urgence, une fois qu'on les teste, on se rend compte qu'on a un problème d'itinérance. Dans des pays tels que l'Espagne, qui a développé ces situations, par exemple au Pays Basque, ils ont une application smartphone et le Basque, quand il est au Pays Basque, peut être sauvegardé par le centre de traitement d'alerte du Pays Basque. Malheureusement, s'il est en déplacement, il va en Andalousie, il appelle à travers son application, la voix va bien au centre d'appel d'urgence le plus proche, grâce à l'Europe qui les a imposés. On en est ravis. Malheureusement, ces informations si riches que fournit l'application, il n'y a pas d'itinérance. Elle retourne au Pays Basque. Nous, après avoir testé dans différents projets européens, les applications, les pays, on s'est rendu compte qu'une plateforme d'interopérabilité permet d'échanger et de donner un transfert d'informations le plus adapté vers la bonne personne, avec la richesse que fournit l'application d'urgence. Et trouve une autre solution indépendamment de la voix, car la voix est une technologie qui va disparaître d'ici peu. Et tous les pays en ont conscience. Donc on fournit cette solution. On a travaillé sur ces projets de R&D, comme on dit, à 5 ans, 10 ans. Tout le monde a conscience que la 5G va fournir de nouvelles solutions, que les radios numériques vont fournir d'autres solutions. Mais en attendant, il y a des solutions intermédiaires sur lesquelles on travaille. Pour cela, comme on a senti cela en technologie, qu'on en écoute des gens tels que le Haut Comité ou d'autres groupes de réflexion think tank au niveau européen, on est sur la standardisation. Car on ne peut pas travailler tout seul sans travailler dans un écosystème. On est modestement une PME qui voyons des choses et écoutons des gens sur le terrain, mais on doit travailler dans tout cet écosystème. Donc il y a un standard qui s'appelle PEMEA, qui est sur, en quelques mots, l'échange standardisé d'informations vers une appel d'urgence au niveau européen. Et on fournit donc cette plateforme qui fait que toute application qui envoie un appel d'urgence, application dédiée ou non, on a par exemple qui revient des gens tels que Uber qui reviennent à nous en disant mais nous peut-être qu'on va pouvoir faire remonter des informations d'urgence vers un centre d'urgence. On a le niveau européen un débat sur la voix sur IP. Beaucoup de personnes passent des appels sur la voix sur IP. Comment est-ce que WhatsApp et Skype, qui sont des outils que le citoyen utilise au quotidien, peut recommuniquer la bonne information aux bonnes personnes. Donc une des solutions qu'on travaille avec différents pays, c'est cette plateforme qui permet d'interagir pour donner vers les bonnes personnes qui cherchent à s'impliquer dans ce système-là, la bonne information au bon moment, tout ça pour la sauvegarde du citoyen, pour l'urgence du citoyen. Là, par exemple, en janvier, on a fait un appel à projet qu'on a lancé à Madrid en septembre, et on a différents pays qui ont répondu positivement, mais pas seulement des pays, des centres de traitement d'alerte, des applications smartphones. On a une association qui coordonne toutes les applications smartphones pour qu'ils aient un format pour interagir si ce dernier veut faire de l'appel d'urgence. On va tester ça en janvier et on a l'Espagne qui répond positivement, l'Italie, la Belgique. On est vraiment sur tout ce qui est Europe. Mais par exemple, on a des pays, je sais qu'en Autriche et
et en République tchèque, ils ont en fait beaucoup de mobilité, parce qu'en fait on ne peut pas passer à côté. En fait on se rend compte que le numérique est en train de tout révolutionner, il n'y a pas de raison que les appels d'urgence ne passent pas à côté. Vous ajoutez à cela l'évolution de la mobilité des personnes, la mobilité, on est obligé de trouver une solution adaptée. Et donc on travaille dans cette brique, répondant en partie à cette directive européenne qui est passée fin novembre, où il y a 2 points essentiels qui sont venus, c'est que le citoyen doit pouvoir, peu importe où il est, le citoyen européen, contacter dans les meilleures conditions le système d'urgence. Donc il n'est pas besoin de faire trop de manipulations, mais à l'intérieur parfois de son téléphone, dans son réglage de son smartphone, pouvoir toucher directement, quand il est en cas d'urgence, le centre d'appel le plus adapté. Et l'autre solution après, c'est une autre chose, on n'est plus sur l'appel d'urgence, mais on est sur le reverse 112, où là, l'idée c'est qu'il puisse réceptionner sur son smartphone la notification dans la résilience des autorités sur comment réagir face à une urgence climatique, une urgence anthropique. On est sur du risque terroriste pour savoir se mettre en sécurité et ne pas aggraver la situation pour pouvoir reprendre une activité le plus rapidement possible. Bien, merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez évidemment connectés sur les rendez-vous de la filière de sécurité pour suivre les prochaines interviews dédiées à la gestion de crise et à la résilience. Très belle journée à tous.